Les chiffres ont été publiés la semaine dernière par le parc amazonien de Guyane. Les derniers chiffres du nombre de sites d'orpaillage illégaux sur le territoire du parc amazonien. Un territoire, on le rappelle, presque aussi grand que la moitié de la Guyane. Bilan, 119 sites actifs d'orpaillage ont été dénombrés lors de la dernière campagne de survol. Une campagne qui a été effectuée au mois de janvier de cette année. Pour en parler, nous recevons ce matin Pascal Vardon. Bonjour. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Pascal Vardon. Vous êtes le directeur du PAG, le parc amazonien de Guyane. Je l'ai dit, 119 sites d'orpaillage selon vos derniers chiffres. Est-ce que c'est en baisse par rapport à ces derniers mois et surtout par rapport à l'année dernière ? Et oui, tout à fait, c'est de nouveau en baisse. Depuis un an, on a 20% de réduction du nombre de sites actifs dans le sud de la Guyane. Je précise que ces chiffres-là ne concernent que la partie sud, dans le périmètre du parc amazonien de Guyane. Et cela fait 3 comptages de suite, c'est-à-dire tous les 6 mois, que nous observons une baisse. Donc on ne va pas crier victoire, loin de là, mais en tout cas nous sommes vraiment certainement sur une bonne tendance qui mérite à être confirmée. Donc tous les 6 mois nous aurons ce comptage qui se renouvellera. Nous le faisons depuis 2008, D'accord. Depuis quasiment la création du parc, qui a été créé en 2007. Et 2 fois, certaines années ça a été 3 fois par an, nous faisons ce comptage avec toujours la même méthode qui est assez rigoureuse, qui prend du temps. On cherche les sites en faisant des survols par hélicoptère avec une équipe spécialisée, des agents du parc amazonien qui ont l'œil et des pilotes d'hélicoptères qui n'hésitent pas à revenir en arrière et à chercher. Donc certainement on peut rater quelques sites mais pas beaucoup, peut-être moins de 5 sites sur l'ensemble des parcours que nous réalisons, et donc ce comptage est assez fiable et nous sert un petit peu de baromètre. Oui. Depuis 2008. Donc on a eu des hauts et des bas et en ce moment on est plutôt dans une tendance baissière et c'est un bon signal. Et cette tendance à la baisse justement, comment est-ce que vous l'expliquez ? Vous l'avez dit, moins 20% par rapport à janvier 2021. Est-ce qu'à vos yeux il y a des raisons particulières à mettre en avant pour expliquer ça ? Alors nous avons eu une aide significative de notre ministère de tutelle, le ministère de la Transition écologique, pour pouvoir louer des journées d'hélicoptères, un budget vraiment significatif qui nous permet de faire, au-delà des survols dont je viens de parler, des actions en utilisant donc les moyens aéroportés. Ça nous permet d'aller tout de suite sur les sites, alors que traditionnellement sans les hélicoptères, on est obligé de partir en pirogue, de cheminer en forêt, et souvent les équipes sont repérées dès le départ, ce qui fait que en arrivant, les pompes sont cachées, le matériel a été démonté et tout le monde est parti. Tout le monde est parti, apparemment. En fait, tout est sur place, caché dans l'eau, caché dans la forêt, les garimperos sont autour, ils laissent passer la mission et un jour après, tout est remonté et le chantier redémarre. Donc là, on est beaucoup plus percutant, oui. Beaucoup plus rapide. Que ce soit des missions où il y a, disons, d'autres partenaires, les gendarmes ou bien les militaires. Il y a des missions de destruction qui se font à plusieurs hélicoptères. Et parfois, ce sont uniquement des missions avec des agents du parc qui sont habilités pour ça. Ils sont armés également. Je salue d'ailleurs leur persévérance et leur engagement dans cette lutte qui dure depuis bientôt 15 ans. Ouais. On reviendra dans quelques minutes sur cette collaboration entre le parc amazonien et les gendarmes ainsi que les forces armées de Guyane lors de ces opérations Harpie. Quelle zone du territoire du parc amazonien, Pascal Vardon, continue d'être encore particulièrement touchée par ce phénomène d'orpaillage illégal ? Alors, nous avons eu l'année dernière une baisse significative plutôt dans la partie est, du côté du bassin versant de l'Oyapock, c'est-à-dire très clairement les affluents de la rivière Camopi. Et c'est important parce que, évidemment, l'orpaillage illégal perturbe beaucoup la vie locale. Donc là, nous avons eu des bons résultats. Ça s'est un petit peu stabilisé là et il faudra aller encore plus loin. En revanche, du côté ouest, c'est-à-dire sur le bassin du Maroni, oui, du Lawa, sur l'Inini, la Waki, Tampok, sur tous ces cours d'eau là, nous avons une très très forte intensité qui est restée à un niveau important. Au dernier décompte, nous avons eu là une baisse un peu plus forte qu'ailleurs et ça c'est un bon signe, mais on est quand même sur un niveau, une intensité de
de l'activité d'orpaillage illégal qui est extrêmement impactante pour les populations en termes de sécurité, en termes de pollution des cours d'eau évidemment. Et donc il faut aller plus loin. Il y a une raison à cette distinction géographique, c'est que pour les garimpeiros, c'est assez facile de se ravitailler, donc la logistique passe par le Suriname, par des comptoirs commerciaux qui sont installés en face de Maripasoula, sur la rive gauche surinamaise du fleuve. Oui, on peut résumer finalement, la logistique vient du Suriname et la main-d'œuvre vient du Brésil, c'est à peu près comme Absolument. Ça que ça se... Sur la partie est, on a un peu de logistique qui vient par l'Oyapock, notamment par une base qui est l'implantation de Villa Brasil, mais c'est beaucoup moins fort en volume de logistique que ce qui vient du Suriname par tous ces comptoirs qui sont sur la rive gauche du fleuve côté Suriname, sur le Maroni. Puisqu'on parle de zone géographique, on va dire, du parc amazonien et des résultats en fonction de chacun de ces territoires, il y a quand même de bonnes nouvelles et de bons résultats, notamment pour certaines zones, je pense à la commune de Saül notamment, où il n'y a presque plus aucun site actif actuellement. Alors, la commune de Saül est assez grande. Oui. Donc, 20 km, c'est ça, autour du bourg de Saül. Voilà. Alors, nous, on compte sur le périmètre du parc amazonien. Et là, ce qui nous intéresse, c'est effectivement autour du bourg de Saül. Saül, qui a une histoire liée à l'orpaillage de très longue date, aujourd'hui vit de l'accueil des visiteurs, de l'écotourisme. Et ça a été rendu possible parce qu'on a procédé à une éradication localisée de l'orpaillage autour du bourg de Saül. Donc effectivement, dans un rayon de 20 km autour du bourg, il n'y a aucun site actif, on ne voit plus. Alors de temps en temps, on voit passer des garimpeiros, et ça c'est des signaux qui déclenchent tout de suite des actions. D'accord. Puisque la technique là, c'est le harcèlement. Dès qu'il y a une suspicion ou bien la constatation avérée de passage de garimpeiros ou de chantier qui démarre, tout de suite on a une mission de destruction qui est déclenchée avec les agents du parc et les gendarmes, ou parfois sans les gendarmes, mais tout de suite, vraiment le harcèlement. D'où la nécessité d'avoir une présence continue finalement dans ces zones-là pour démotiver progressivement les orpailleurs de revenir. Oui, bien sûr, c'est vraiment ça la stratégie ou la tactique qui est suivie, c'est que dès lors qu'on trouve un site et qu'on casse le matériel, puisqu'on est habilité à le faire, c'est bien ça le but de la manœuvre, eh bien les garimpeiros peuvent reconstituer leur équipement, sauf que quand ils sont loin des bases logistiques, c'est plus difficile. Oui. Donc Saül peut-être est un petit peu favorisé à ce titre-là, puisqu'il est au centre du territoire, c'est plus compliqué de rallier ce secteur-là au centre de la Guyane. Mais après, il y a un calcul économique qui se fait nécessairement spontanément par les garimpeiros. Dès lors qu'on revient et qu'on recasse le matériel, au bout d'un moment, il y a aussi le chef de chantier qui a pu s'endetter et qui va pas continuer comme ça parce que c'est plus rentable. C'est un petit peu ça le but recherché. Pascal Vardon, comment elles se passent ces campagnes de survol que vous effectuez? Je suppose que vous parcourez pas l'intégralité du territoire du parc. Vous décidez en amont de cibler certaines zones, de quadriller certaines zones en hélicoptère? Alors là, si on parle des actions de destruction, oui. On a des renseignements qui sont assez fournis, oui. Et qui viennent du parc, mais qui viennent aussi du dispositif Harpie. Les choix d'intervention se font par rapport à ce que l'on connaît de la position géographique des sites, mais aussi nous avons une stratégie de ciblage. C'est-à-dire que nous avons des zones prioritaires qui correspondent on a deux critères, c'est la proximité des bassins de vie, Maripasoula, Papaichton, la proximité par rapport au village Wayana sur le Haut-Maroni. Donc avec des risques pour la sécurité ? Avec des forts impacts pour la vie quotidienne des habitants. Donc là, on a des zones prioritaires qui sont ciblées. Et puis des zones prioritaires parce qu'on sait que ce sont des zones à très fort enjeu environnemental. Et c'est aussi dans notre mission, évidemment, que de préserver la biodiversité et les sites où on sait qu'il y a une richesse particulière. Typiquement, le
cœur du parc, hein, donc la partie centrale. Et donc on mixe un petit peu ces deux critères-là pour décider des missions. Après, il y a des questions de disponibilité. Oui. Je voudrais juste préciser que l'atout que nous avons maintenant depuis quelques années, c'est que les prérogatives judiciaires des agents du parc ont été réévaluées, ont été augmentées, et aujourd'hui, les missions peuvent se faire avec les militaires, les gendarmes et les agents du parc, ou bien même si les gendarmes ne sont pas disponibles parce qu'ils ont aussi d'autres missions, on peut faire des missions militaires, agents du parc, ou bien agent du parc seul. Donc en fait, ça démultiplie les possibilités et ça permet cette tactique de harcèlement pour multiplier les missions. Ouais, justement, on va parler des effectifs du parc amazonien de Guyane en revenant sur cette commission d'enquête sur l'orpaillage illégal, hein, qui a rendu son rapport au mois de juillet. Une commission, je le rappelle, hein, qui était présidée par le député Lénaïque Adam et dont le rapporteur était Gabriel Serville avant qu'il devienne président de la CTG. Dans ce rapport notamment est abordé le sujet des effectifs du parc amazonien, je vais le citer, alors qu'il représente environ 70% de la superficie globale des parcs nationaux de France. Les personnels du parc amazonien de Guyane ne représentent que 10% de l'effectif global des parcs nationaux. Il est donc demandé une hausse de l'effectif des inspecteurs de l'environnement et une progression de leurs moyens aéroportés pour intensifier les missions de surveillance. La question des effectifs, Pascal Vardon, de vos effectifs au parc amazonien, elle est centrale dans cette stratégie de lutte, d'une lutte efficace contre l'orpaillage illégal. Alors il y a l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. Oui. Aujourd'hui nous avons environ 90 agents pour simplifier et une quinzaine d'entre eux sont habilités avec des missions de police et des prérogatives de police. Des inspecteurs de l'environnement, c'est bien ça ? Voilà, oui. Les inspecteurs de l'environnement. Bon, on s'aperçoit aujourd'hui que effectivement on pourrait considérer que c'est insuffisant et je ne vais pas aller dans le sens contraire des recommandations des parlementaires. Il était, à la création du parc, il était prévu d'avoir des effectifs au-delà des 90 dont je parle. Maintenant, sur l'aspect qualitatif, on s'aperçoit que nous avons des agents qui sont tous les ans sur ces missions-là. Contrairement aux militaires et aux gendarmes qui sont renouvelés tous les 3 mois, 4 mois, sauf les cadres. Hein, et qui connaissent qui connaissent moins bien évidemment le territoire que vos agents. Il faut aussi, le parc parfois ne communique pas beaucoup sur nos missions parce que nous voulons préserver nos agents qui vivent sur le territoire. Ils ont leur famille dans les villages. Ils veulent. Il y a quand même un risque d'être repérés et d'avoir des menaces, des pressions, et donc il faut être très prudent par rapport à ça. Donc nous, ce que nous voudrions, c'est arriver à multiplier le nombre d'agents possibles. Alors peut-être en imaginant un statut judiciaire un petit peu en dessous, parce que inspecteur de l'environnement, c'est une formation assez complexe, assez complète aussi, qui se fait en métropole, et nous pensons que nous pouvons... Donc un statut hybride, c'est bien ça, pour s'adapter aux réalités locales. Vraiment adapté à la lutte contre l'orpaillage illégal, et pas forcément avec tout le panel de missions que l'on peut donner à un inspecteur de l'environnement qui va travailler en métropole, qui va travailler sur d'autres missions, parce que ce ne sera pas nécessaire pour nous. Et ça, c'est important parce que il faut penser au renouvellement des agents. Il y a des carrières, on prend de l'âge, on prend des cheveux blancs, on peut avoir aussi un peu mal aux genoux et au dos quand on fait des missions de cette nature en forêt. Donc il faut penser à ça et penser à l'avenir en ayant cette réflexion sur les futures ressources humaines que l'on pourra affecter. Donc voilà, aussi une dimension qualitative. Excusez-moi de vous poser cette question, Pascal Vardon, de manière aussi générale, mais est-ce que vous avez la sensation que les choses avancent progressivement dans le bon sens ? Je vais reciter ce rapport dont on a parlé il y a quelques minutes. L'orpaillage illégal, un fléau dur à éradiquer car les facteurs de son développement sont principalement exogènes. Ils viennent de l'extérieur de la Guyane, on l'a dit, Brésil, Suriname. Même si l'on renforce les moyens, l'arsenal répressif, l'arsenal juridique, c'est un phénomène qui continuera tant que la forêt continuera d'être attractive pour les orpailleurs. Tout à fait. Et la ministre de la Transition écologique est passée il y a quelques semaines. Que vous avez rencontré ? Nous l'avons rencontrée. Je suis allé avec elle sur un site sur la commune de Maripasoula, avec les gendarmes également, et le préfet, monsieur le préfet. Eh bien, oui, tout à fait. Ce dont on vient de parler, c'est uniquement les actions de destruction en forêt et cette lutte au quotidien qui n'est certainement pas suffisante. Elle est absolument indispensable, mais elle n'est pas suffisante, et il y a forcément une dimension transfrontière. Il se passe beaucoup de choses sur les 2 fleuves, Maroni et Oyapock, d'où la nécessité d'élargir le débat et d'aller sur des combats qui sont complémentaires. Un combat, je dirais, diplomatique. On a des relations avec le Suriname qui ont évolué dans le bon
croissance, je dirais. Je suis pas non plus spécialiste de la diplomatie, mais je vois qu'on a des échanges réguliers avec le Suriname. Moi, j'aimerais, si je veux rêver, eh bien qu'on puisse un jour contrôler les circuits du mercure qui remontent au Suriname, parce qu'au Suriname, il n'y a pas vraiment de contrôle de l'usage du mercure pour leur paillage. Donc en fait, il y a du mercure qui remonte et qui vient aussi du côté français. Or, le Suriname comme la France se sont engagés à empêcher l'usage du mercure, en tout cas pour l'exploitation aurifère. Et j'aimerais qu'il puisse y avoir, disons, une coopération avec le Suriname sur la logistique. Quand on voit des bases arrière, des bases logistiques, notamment sur le Yapok côté Brésil, qui sont presque uniquement destinées à approvisionner en fait les sites d'orpaillage illégaux qui se situent en Guyane. Vous allez dans les comptoirs chinois qui sont sur la rive surinamaise du Maroni, vous trouvez tout ce que vous Évidemment voulez. aussi côté Maroni. Des pompes, du carburant, mais ça peut servir à plein de choses. Là, on n'a pas de bons arguments. Et du mercure, vous trouvez du mercure dans les comptoirs, alors que c'est théoriquement interdit. Et évidemment, 1,2 kg de mercure, ça correspond à la production d'1 kg d'or. On voit très bien la correspondance, alors que le mercure, évidemment, est peut-être plus accessible comme cible, comme objectif qu'on pourrait se fixer. Mais d'une manière générale, c'est une régulation de cette logistique, c'est un empêchement de la logistique illicite qu'il faudrait pouvoir obtenir par une police du fleuve, côté Suriname, mais côté Oyapok aussi. Et je sais que le préfet veut réactiver les conseils du fleuve. Ça fait partie des discussions que nous devons avoir avec nos voisins. Pascal Vardon, dernière question. Est-ce que c'est faux de dire que nous sommes actuellement en Guyane uniquement dans une logique de gestion, j'ai envie de dire, de contenir le plus possible le phénomène sans être capable de l'éradiquer totalement ? Alors vous me demandez si c'est faux. Moi je trouve que oui, ce serait un petit peu réducteur et que en réalité depuis déjà quelques années nous sommes toujours très présents sur la lutte sur le terrain, mais qu'il y a des pistes intéressantes qui ont commencé à émerger. Il y a une piste qui est de long terme, c'est la traçabilité de l'or, de façon à ce que le BRGM notamment. Avec le BRGM, oui. Donc on a un état-major de la lutte contre l'orpaillage qui travaille aussi là-dessus. L'idée c'est que dans les circuits légaux de l'or à l'échelle internationale, on puisse dire si l'or vient d'une source légale ou d'une source illégale. Et évidemment, ça changerait beaucoup de choses. Si d'aventure les Garimperos ne pouvaient pas vendre leur or au prix officiel du marché international. Parce qu'il serait étiqueté comme provenant donc il serait dévalorisé au moment de la commercialisation, l'activité serait beaucoup moins attractive. On peut rêver, peut-être que ce sera dans 20 ans, dans 25 ans, peut-être dans 10 ans, mais en tout cas, il faut commencer à travailler dès maintenant sur ce type de sujet-là, comme on l'a fait sur les bois tropicaux, comme on l'a fait sur des ressources naturelles qui étaient importantes par rapport aux impacts sur l'environnement. On peut le faire sur l'or, on peut démarrer maintenant. On a commencé cette interview en parlant chiffres, j'aimerais qu'on la termine en parlant également chiffres. Vous l'avez dit, le nombre de sites est en baisse par rapport à l'an dernier, mais sur une durée un petit peu plus longue, ça donne quoi quand on regarde leur évolution sur les 5, 6, 10, 15 dernières années? Est-ce que la tendance est véritablement à la baisse, Pascal Vardon? Alors on a depuis 2008 une courbe qui n'est pas régulière, qui a eu des hauts et des bas. On peut signaler notamment parmi les creux, parmi les résultats les plus bas, la période de 2011-2012 où il y avait des moyens dédiés dans le sud de la Guyane. Donc ça a certainement chassé les Garimperos plus au nord. Des moyens dédiés, c'est-à-dire c'est-à-dire des moyens militaires, de gendarmerie, avec des missions ciblées dans le sud. Et c'était un peu au détriment de ce qu'il y avait en dehors du périmètre du parc. Donc il faut se méfier avec ce creux-là. Et puis après, on a eu une montée régulière du nombre de sites actifs, avec un pic, mais qui n'est pas significatif. C'est-à-dire qu'au moment des mouvements sociaux de 2017, les gendarmes ont été réquisitionnés pour le maintien de l'ordre, donc en fait les Garimperos en ont profité. Donc on peut avoir des pics comme ça, mais globalement on était, je dirais, autour de 100 sites actifs en 2008 quand on a commencé à compter. Là on arrive à 120. On n'est pas encore revenu au niveau il y a 15 ans. Oui. Et donc on espère que ça va continuer à baisser. Un premier objectif, ce serait de revenir à la situation qu'on a connue à la création du parc. Ça, déjà, si on arrive à ça, ça voudrait dire qu'on est dans une courbe descendante, durablement descendante, et ce serait vraiment un bon signal. Ce qui n'exclut pas, comme vous l'avez fait remarquer, qu'il faut travailler sur d'autres sujets, notamment la diplomatie, et peut-être faire en sorte que on
on puisse aussi rendre plus dangereux sur le plan judiciaire l'activité. On n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, un Garimperos qui est arrêté en forêt, en flagrant délit, il peut prendre, comme ça a été le cas l'année dernière, 1 an ferme, 2 ans ferme, alors qu'avant il prenait 1 mois, 2 mois. Et ça se sait, il y a la rumeur dans la forêt, donc j'aimerais qu'on ait durablement cette idée que ce n'est pas anodin pour les Garimperos de travailler en forêt et de provoquer déforestation, pollution des rivières et perturbations pour les populations, de façon à ce que ce soit un petit peu dissuasif. Aujourd'hui, ça ne l'était pas. Enfin, hier, ça ne l'était pas. Ça peut le devenir un peu plus aujourd'hui. Une loi est passée l'année dernière qui durcit les sanctions, et notamment quand on est en parc national. La réponse doit être plurielle. Merci beaucoup, Pascal Vardon, d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, le directeur du parc amazonien de Guyane. On vous réinvitera dans les mois à venir pour faire le point sur l'évolution de ces chiffres que vous nous donnez sur le nombre de sites d'orpaillage illégaux sur le territoire, on le rappelle, uniquement du parc amazonien, pas de toute la Guyane. Merci encore. Bonne journée. Merci, ce sera nos 15 ans, notre anniversaire des 15 ans, et je reviendrai avec plaisir. À la fin du mois de février. Radio Pays.